Ils sont tous pour l'invité du CERF. Aujourd'hui, nous recevons un habitué, Charles-Henri Gallois, le président du mouvement Génération Flexit, fondé en 2001, cadre financier et auteur de Les illusions économiques de l'Union européenne. Bonsoir, monsieur Gallois. Bonsoir. Alors ne rendez pas plus âgé, mais c'est Génération Flexit créé en 2020. J'ai entendu, je crois, 2001. Donc, en non, ça a 2021. été créé en 2020. Nous voulions reprendre un petit peu votre parcours. Vous êtes un habitué, mais heureusement, grâce au travail acharné des équipes, le Cercle Aristote a un petit peu grandi. Donc, nous avons quelques nouveaux. Donc, on voulait vous d'abord présenter un petit peu votre parcours et votre travail dans le milieu souverainiste avant de reprendre l'actualité de ce combat qui nous réunit tous. Alors, pour reprendre, on va retourner au début. Le souverainisme, on va dire, c'est une vieille histoire d'amour et ça dépend. C'est vrai que le souverainisme peut être pris de plein d'angles différents parce que les combats souverainistes sont extrêmement divers. Disons que le souverainisme, et on va certainement y revenir, est d'actualité, selon moi, sur toutes les grandes thématiques en réalité qui préoccupent les Français. Si vous prenez les sondages, les grandes problématiques des Français, c'est quoi? C'est à chaque fois le pouvoir d'achat, donc c'est la question économique, c'est la question environnementale, énergétique, c'est la question des services publics, c'est la question également de l'immigration, donc c'est la question de la santé qui est imbriquée dans les services publics là aussi. Donc quand vous prenez toutes ces grandes thématiques, en réalité à chaque fois il y a une réponse souverainiste ou du moins il y a à chaque fois des blocages et des obstacles que va amener l'Union européenne si vous voulez mener une politique qui est radicalement différente à ce qui est fait aujourd'hui. Pour ma part, j'ai fait des études à dominante économique et je me suis toujours intéressé avant cela à l'économie. Donc comment je suis venu au souverainisme, c'était réellement par la question économique et notamment par la question monétaire, la question de l'euro. Et avant même, parce que j'étais pas encarté dans des mouvements politiques, avant même de m'encarter et de rentrer dans un parti politique, j'étais déjà sceptique sur l'euro de par mes connaissances économiques parce qu'il y a des dominantes en réalité en économie. La question de la monnaie, on sait qu'une monnaie, c'est quelque chose de très important dans une économie. Vous avez généralement tendance à dire deux pouvoirs au niveau économique. Vous avez la politique budgétaire, la politique monétaire. Et il me paraissait complètement incongru, il me semblait même complètement stupide de se priver d'un des leviers d'une des politiques qui est la politique monétaire. Et il me semblait d'autant plus stupide pour ce qui est le cas de l'euro, parce que même si je pense que c'est une mauvaise solution, mais on aurait pu envisager un euro avec des parités qui soient ajustables, donc qui permettent de rééquilibrer les taux de change entre les différents pays de la zone euro. Ça n'a même pas été le cas. Ils ont préféré un système rigide qui fixe finalement que jusqu'à la fin des temps, les parités entre les différentes devises seront, alors si on prend les devises nationales, c'est pas du 1 pour 1, mais disons que l'euro franc, l'euro allemand, l'euro grec, l'euro espagnol auront une parité égale jusqu'à la fin des temps. Et ça, évidemment que c'est complètement stupide et que ça ne peut pas marcher parce que pour que l'euro fonctionne, pour que l'euro soit viable à long terme, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait en réalité que les structures économiques de tous ces différents pays soient proches et il faudrait aussi que leur compétitivité, leurs évolutions de compétitivité soient les mêmes jusqu'à la fin des temps. Or, un des aspects de la compétitivité, c'est notamment le taux d'inflation, parce que plus vous avez une inflation qui est forte, eh bien, plus vous avez votre coût de production qui va augmenter et donc les compétitivités qui vont diverger entre les différents pays. C'est pour ça que si vous prenez le long terme depuis la création de l'euro, vous avez à chaque fois, traditionnellement, structurellement, même si l'inflation actuelle est un petit peu différente, une inflation qui est supérieure en Italie, en Espagne, en Grèce, par exemple, par rapport à l'Allemagne et aux Pays-Bas. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le coût de production en Grèce, en Espagne, aux Pays-Bas, augmente plus rapidement qu'en Allemagne. Et donc, en d'autres termes, que l'Allemagne devient plus compétitive que ces pays-là.
Si chacun avait gardé sa monnaie, ce qui est du bon sens d'un point de vue économique, qu'est-ce qui se passerait du fait de ces différentiels d'inflation? Eh bien, normalement, vous auriez l'Allemagne qui, une année avec ce différentiel d'inflation, aurait une balance commerciale vis-à-vis de ces autres pays qui serait excédentaire. Et donc, qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait que la monnaie allemande s'apprécierait et la monnaie, par exemple le Deutschmark, la monnaie espagnole, la pesetas, elle se déprécierait. Et donc, ce déséquilibre de balance commerciale qu'il peut y avoir à un moment serait équilibré pour la simple et bonne raison qu'avec l'appréciation du Deutschmark, vous allez avoir les exportations allemandes qui vont devenir mécaniquement beaucoup plus chères et vous allez avoir, à contrario, les exportations espagnoles avec la dépréciation de la peseta qui vont devenir moins chères. Et vous avez cette balance commerciale qui se rééquilibre et donc finalement, ces différentiels de compétitivité qui se nivellent du fait du rééquilibrage du taux de change. Et bien avec quelque chose de stupide comme l'euro, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que vous avez l'Allemagne qui engrange des excédents commerciaux massifs vis-à-vis notamment des pays de l'Europe du Sud et vous avez pas du tout une convergence des économies comme ce que vous avez vendu, mais vous avez au contraire toutes les usines du sud de l'Europe qui sont allées en Allemagne, mais comme l'Union européenne est complètement ouverte, qui sont allées aussi en Chine ou dans les pays de l'Est. Mais en d'autres termes, j'avais déjà compris avant que l'euro était quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner. Et donc, l'euro étant une stupidité, je me disais, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, c'est-à-dire pourquoi des dirigeants qui sont normalement intelligents prennent des décisions qui sont complètement stupides, voire contraires aux intérêts nationaux, et en gros, quel est le cadre de l'Union européenne. Et là, c'est en m'enseignant sur le cadre de l'Union européenne que je me suis politisé, que je suis devenu souverainiste et quelque part anti Union européenne, mais j'aime pas trop les anti les oppositions, je me revendiquerais plutôt comme pro-français, même qu'anti-Union européenne. Eh bien, c'est là où je m'étais engagé politiquement. Il y a déjà un moment, c'était en 2012 dans un autre parti politique, au sein duquel je suis resté jusqu'en 2020, où j'avais été candidat à de nombreuses élections, les élections européennes de 2014, les élections régionales de 2015 où j'étais tête de liste en Bourgogne-Franche-Comté. Les élections, j'ai participé aux élections présidentielles, j'étais pas candidat, mais j'avais participé à la campagne. J'avais été ensuite candidat aux élections législatives de 2017, aux élections européennes de 2019 et là très récemment aux élections législatives en 2022 dans le cadre d'une alliance, et ça je pense que c'est quelque chose qui est important, une alliance souverainiste où il y avait notamment Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan et les Patriotes de Florian Philippot. Donc c'est un parcours de plus de 10 ans au sein du souverainisme, et finalement, c'est vrai que plus on étudie la question et plus on rentre dans le détail, et c'est là qu'on voit, moi, évidemment, mon biais était au départ économique, mais c'est là où on voit que la question de la souveraineté nationale, la question de reprendre le contrôle se pose dans absolument tous les secteurs, notamment ceux que j'ai évoqués auparavant. Ce sont les secteurs, quelque part, qui sont en tête dans les sondages des préoccupations des Français dont j'ai parlé en introduction, mais il y a d'autres secteurs pour lesquels reprendre le contrôle est fondamental. On peut penser au numérique, on peut penser à la défense, à la politique évidemment internationale, à la politique diplomatique de la France. Dans tous ces domaines-là, en vérité, la question de la souveraineté, elle est fondamentale, elle est au cœur du débat. Maintenant, et c'est pour ça, je pense que les gens se rendent compte, et j'ai envie de vous dire, même les politiques ou même nos ennemis politiques s'en rendent compte, parce que le terme de souveraineté est repris absolument à toutes les sauces et même dévoyé, si on peut dire, parce que vous savez très bien que les macronistes, par exemple, voyant bien qu'il y a un problème de souveraineté, que la France part à volo dans tous les sens, essaye dans une sorte de marketing politique de dire nous sommes souverainistes, nous sommes pour une souveraineté européenne. Mais là, il faut évidemment définir les mots et comprendre en quoi ça n'a absolument aucun sens. Le général de Gaulle, qui est évidemment un grand souverainiste, un grand indépendantiste français, disait à juste titre que pour lui, démocratie et souveraineté nationale allaient de pair. Donc si on lit démocratie et souveraineté, c'est là qu'on se rend compte qu'il ne peut pas y avoir de démocratie et donc de souveraineté européenne. Et ça me fait penser que je crois que c'était hier, le Parlement européen fêtait ses 70 ans, ils étaient tous
en extase, à dire c'est formidable, c'est un exemple, merci la démocratie européenne. Mais démocratie européenne, au-delà même du fonctionnement des institutions européennes, qui est un fonctionnement complètement antidémocratique. Vous avez ce fameux Parlement européen qui est en réalité une chambre d'enregistrement, parce que le Parlement européen, contrairement à tous les parlements démocratiques du monde, n'a pas la capacité de faire une proposition de loi. En réalité, le Parlement européen est une chambre d'enregistrement qui ne fait que valider ou non, et encore ça peut être contourné après coup, les directives et propositions de la Commission européenne qui est non élue. Donc le fonctionnement est en soi antidémocratique, mais pourquoi même si le Parlement européen, les institutions européennes d'une manière générale fonctionnaient d'une façon qui pourrait apparaître comme démocratique, pourquoi c'est absurde et pourquoi il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne ou de démocratie européenne? C'est que si on en revient à la définition, au sens des mots, la démocratie c'est quoi? C'est démos le peuple et kratos le pouvoir. Et donc la démocratie est liée au peuple. Or, on peut le fantasmer, on peut le souhaiter, on peut le vouloir, il n'y a pas de peuple européen. Il y a un peuple français, il y a un peuple espagnol, il y a un peuple allemand, mais il n'y a pas de peuple européen. Donc si vous partez de ce postulat qui est la réalité, encore une fois, après vous pouvez le fantasmer, le rêver si vous voulez, mais si on part des réalités, à savoir qu'il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir de démocratie à l'échelle européenne, il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne. Il faut que les Français comprennent, quand on parle de souveraineté européenne, ce que ça veut dire et pourquoi c'est une arnaque. La souveraineté européenne, c'est quoi? C'est par exemple ce que nous voit Emmanuel Macron de nous dire il faudrait que les administrations publiques achètent en Europe, il faudrait protéger les industries en Europe. Mais si en fait la souveraineté européenne, ça veut dire délocaliser, c'est déjà le cas pour 55% des délocalisations, nos usines en Pologne, en Slovaquie, en Estonie ou en Lituanie, ben je pense que les Français n'ont absolument rien à faire d'un concept de souveraineté européenne. Ce qu'ils veulent, c'est des usines, c'est des emplois qui soient en France. Donc la souveraineté, le protectionnisme, le patriotisme se fait et peut avoir lieu, peut avoir de sens d'un point de vue effectif et d'un point de vue démocratique à l'échelle nationale. Et donc c'est pour ça que la souveraineté tout court, il faut faire très attention, la souveraineté européenne c'est une arnaque et la souveraineté a de sens d'un point de vue national. Et la souveraineté, d'une manière générale, c'est un mot qui peut paraître abstrait pour une majorité de Français, même si c'est de plus en plus employé. On peut dire oui, la souveraineté, très bien. Mais la souveraineté, en réalité, il faut le ramener au quotidien, il faut le ramener à ce que ça veut dire pour les gens, parce que ça a des conséquences très concrètes. Quand vous n'avez plus le pouvoir de décider vous-même de vos lois, de votre budget, etc., ça a des conséquences très concrètes pour les gens au quotidien. Je veux dire par là que on vous dit souvent, oui, vous connaissez les réponses un petit peu traditionnelles qu'on vous fait. Oui, la souveraineté, pourquoi pas, mais c'est dépassé au XXIe siècle. Il faudrait faire une alliance entre les pays européens parce qu'il faut résister à la Chine, aux États-Unis. Vous connaissez le violon. Et après, on vous dit oui, mais peut-être que ça ne marche pas, mais il faudrait réformer. L'Union européenne peut être utile si jamais pour traiter des grands sujets extérieurs. Le problème, c'est que c'est des gens-là ils sont restés dans les années 60. En plus, ça fait bien longtemps que l'Union européenne ne s'occupe plus de grands sujets extérieurs. C'est-à-dire que l'Union européenne s'occupe concrètement de ce qui se passe chez vous. C'est comme si vous êtes dans votre appartement. On peut dire c'est utile d'avoir un syndic de copropriété qui va s'occuper de la façade extérieure. Mais l'Union européenne, c'est pas ça. C'est que l'Union européenne, c'est chez vous. Et c'est là que vous voyez que la souveraineté est importante. C'est chez vous. Elle va décider du film ou de la série que vous allez regarder. Elle va décider du repas que vous allez prendre. Elle va décider aussi de la couleur que vous allez mettre sur votre mur. Elle va décider de l'heure à laquelle vous devez vous coucher. Donc, si vous vous projetez cette comparaison très importante, c'est-à-dire que personne n'accepterait une seule minute chez lui, dans son appartement ou dans sa maison, qu'une assemblée extérieure, même dans laquelle il peut voter, il aurait qu'un vote sur 27, on décide pour lui de son repas, on décide pour lui de ce qu'il va regarder à la télévision, on décide pour lui de l'heure à laquelle il va se coucher. Et l'Union européenne, c'est exactement ça, et c'est pour ça qu'il faut reprendre le contrôle,
tout simplement pour pouvoir décider chez nous de ce qu'on va manger, de ce qu'on va regarder, en réalité de décider de tout ce qu'on veut faire au niveau de notre quotidien. L'Union européenne empêche tout cela. J'entendais, il y a beaucoup d'actualités qu'on peut égrener. On pourrait parler de l'énergie haute, c'est-à-dire que le gouvernement français, on n'est plus libre de décider à quel prix va être fixé l'électricité en France parce que c'est un marché de l'Union européenne de l'électricité. On n'est pas libre de décider quels produits rentrent ou non ou pas en France parce que c'est l'Union européenne qui décide. On n'a même pas le droit de donner un label spécifique d'origine des produits. C'est décidé au niveau de l'Union européenne parce que le marché intérieur est une compétence exclusive de l'Union européenne. On n'a pas le droit de négocier nous-mêmes des accords commerciaux avec les autres pays parce que tout accord de libre-échange est négocié par un commissaire européen. C'est une compétence exclusive de l'Union européenne. On n'a pas le droit de décider de notre budget parce que l'Union européenne donne des axes très clair. Ici, ces axes, si on sort d'un iota de ces axes-là, on se fait taper sur les doigts. Rappelez-vous ce qui s'était passé d'ailleurs quand la coalition M5S et la Lega étaient arrivés au pouvoir. C'est ce qui s'était passé. Le gouvernement français, qu'est-ce qui lui reste d'un point de vue budgétaire? Comme tout le cadre est donné, c'est d'augmenter la CSG ou la TVA. C'est ça le choix en fait. C'est ça la souveraineté de la France à l'heure actuelle. On ne décide pas de notre monnaie, on ne décide plus de rien et il est temps. Et c'est ça, en réalité, le combat souverainiste, que le peuple français, via ses représentants, mais pas que, parce que moi je crois beaucoup dans le référendum et la démocratie directe, le peuple français doit à nouveau décider pour lui, chez lui, ce qu'il doit faire. En réalité, la souveraineté, ce n'est rien de plus ou de moins que cela. C'est intéressant, vous parlez du conflit entre l'Union européenne et la France souveraine, enfin la souveraineté française, et on remarque que plus l'idée de souveraineté vient dans le peuple, plus en parallèle l'Union européenne a pris de pouvoir récemment, et on a une tension assez étonnante entre les deux, entre un désespoir des populations face à une machine assez forte et une machine qui accélère justement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la machine, non seulement elle accélère, mais elle prend de plus en plus de place. Quand je disais tout à l'heure que certains étaient restés dans les années 60, certains parlent des fois de façon nostalgique de l'Europe des six. Alors il y en a d'autres qui nous disent, regardez, de toute façon, il faudrait changer les traités, il faudrait revenir à l'Europe des six, que des propositions qui sont complètement inapplicables, parce que pour changer une seule ligne des traités ou modifier le fonctionnement de l'Union européenne, il faut l'unanimité des États membres et que sur à peu près tous les sujets, vous n'avez aucun accord, ne serait-ce que d'ailleurs entre la France et l'Allemagne, on vous vante souvent le couple franco-allemand, et sur tous les grands sujets, en réalité, nous avons des intérêts qui sont opposés, ou du moins qui ne sont pas les mêmes avec l'Allemagne. Donc déjà, oubliez la réforme. Et après, l'Union européenne, évidemment, qu'elle a pris de plus en plus de poids. Alors, je ne vais pas retourner jusqu'aux années 60, mais on peut remonter notamment à ce qui a été un véritable tournant. D'ailleurs, c'est ce qui a remplacé la communauté économique européenne en Union européenne, c'est le traité de Maastricht de 1992, dont on a fêté d'ailleurs très récemment les 30 ans du référendum. Ça a été un tournant majeur parce que c'est ça qui a donné le pouvoir monétaire à l'Union européenne, qui a donné déjà des prérogatives énormes d'un point de vue du marché intérieur, de négociation des accords commerciaux, d'un point de vue aussi déjà de tutelle budgétaire, parce que quand on met la monnaie, évidemment que la deuxième étape, c'est la tutelle budgétaire, ce qu'on appelle la coordination budgétaire, mais en réalité qui est une contrainte énorme qui va derrière. Et ça ne s'est pas arrêté au traité de Maastricht. C'est-à-dire que depuis le traité de Maastricht, vous avez eu tout un tas d'avancées, parfois comme une sorte de coup d'État, hein, comme on le voit à l'heure actuelle. Ils profitent de la guerre en Ukraine. Maintenant, c'est Ursula von der Leyen qui décide si on va envoyer des armes. C'est Ursula von der Leyen qui va décider d'interdire des chaînes de télévision en France. Enfin, c'est complètement dingue, mais il y a eu d'autres coups d'État ou avancées avant cela, et d'ailleurs pour lesquels les peuples n'ont jamais été consultés, parce qu'on a été consulté lors du traité de Maastricht, on a été consulté qu'une deuxième fois pour des traités ou des avancées de l'Union européenne. Rappelez-vous, c'était en 2005, le fameux traité constitutionnel européen. On a refusé, ils ont refourgué un copier-coller en changeant de nom et en mélangeant quelques articles. Mais vous aviez le traité de Maastricht. Ensuite, vous aviez en 1999 le traité d'Amsterdam. C'est fondamental parce que le traité d'Amsterdam, c'est ce qui donne l'essentiel des politiques migratoires à l'Union européenne. Et donc,
ça m'amuse souvent dans le débat public quand j'entends des gens qui nous disent, qui nous disent, il y a un problème migratoire, il faudrait réduire l'immigration. Il faudrait lutter aussi contre l'immigration illégale. Oui, sauf que même si demain on appliquait les OQTF, ce qu'il faudrait faire, déjà c'est très compliqué parce que vous avez des jurisprudences de la CJUE, CEDH qui sont très favorables aux migrants, donc vous avez des associations, des avocats qui font des recours, donc c'est très difficile de les expulser. Et quand bien même vous les expulseriez, comme vous êtes dans l'espace Schengen, n'importe quelle personne expulsée peut revenir par la Grèce, l'Italie, l'Espagne, et après revient très facilement en France. Vous n'avez plus de contrôle aux frontières, c'est même l'inverse. On a théorisé l'absence de contrôle aux frontières dans le cadre de l'Union européenne. Pour l'immigration légale, le plus grand pourvoyeur, c'est le regroupement familial et c'est gravé dans le marbre par une directive de l'Union européenne. Donc tout ceci, vous voyez que rien que le traité d'Amsterdam, c'est déjà une avancée énorme de l'Union européenne. Vous vouliez, j'allais Oui, avancer sur d'autres avancées, mais j'aimerais vous vous pouvez. demander ce que vous pensez de Mélanie, qui justement semble annoncer pouvoir se battre contre l'immigration, justement, petite parenthèse. Bah, Mélanie, pour le moment, elle a fait comme se faisait Salvini, c'est-à-dire qu'elle fait de la communication, elle a refusé un bateau. Bon, Salvini avait refusé des bateaux à l'époque, mais j'avais regardé justement les chiffres de l'immigration en Italie, en Hongrie ou en Pologne, parce que c'est des pays qu'on donne souvent en exemple, puisque les identitaires expliquent que regardez, ces pays, c'est pas que l'Union européenne, ces pays dans le cadre de l'Union européenne arrivent à avoir une politique migratoire tenue. Sauf que l'immigration, quand vous regardez les chiffres, a explosé en Hongrie et en Pologne. L'immigration légale a explosé. Donc on voit bien que dans le cadre de l'Union européenne, contre l'immigration légale, ces pays-là ne peuvent pas faire grand-chose. Puis j'ajoute que c'est très différent pour la Hongrie et la Pologne parce que ce sont traditionnellement des pays d'émigration. Leur problème, c'est plus que les gens veulent partir et partent notamment au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et ailleurs. Et en réalité, il y a très peu de personnes du reste du monde qui veulent aller dans ces pays-là. Ils ont beaucoup d'immigration, notamment en provenance d'Ukraine, parce que c'est quasiment les seuls à vouloir aller dans ces pays-là. Mais toujours est-il que l'immigration a explosé. Et si vous prenez l'Italie, bah, l'immigration légale, quand Salvini était aux manettes au ministère de l'Intérieur, on a été un peu plus de 200 000 immigrés légaux par an. Bah, quand il y avait Salvini, on est resté à 200 000. Je crois que ça a augmenté de 2000 personnes. Donc c'est la preuve qu'il peut faire des coups de communication sur des bateaux. La réalité est que contre l'immigration légale, elle n'a pas du tout diminué pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, le premier pourvoyeur en France, j'imagine que c'est la même chose en Italie, c'est le regroupement familial, eh bien, c'est gravé dans le marbre par une directive de l'Union européenne. La politique des visas, des titres longs, c'est défini par l'Union européenne. Donc, on peut faire de la communication, on peut faire des moulinettes, mais on ne va pas réduire l'immigration dans le cadre de l'Union européenne. Et moi, je suis pas un dogmatique, il faut absolument réduire l'immigration. Parce que c'est que je pense que l'immigration devient un problème pour la simple raison que c'est une question de nombre. C'est pas une question d'origine, d'où viennent les gens, c'est une question de nombre. Parce qu'il y a un moment où vous avez des nombres trop élevés, vous ne pouvez pas assimiler. En France, on est quasiment, les chiffres de 2019, on est quasiment, si vous prenez les demandeurs d'asile, c'était en 2019 180 000 personnes par an. L'immigration légale classique, on était à plus de 200 000 personnes par an et vous ne pouvez pas assimiler ces gens-là. Enfin, c'est l'équivalent d'une ville comme Bordeaux tous les ans. Au bout d'un quinquennat, c'est l'équivalent d'une ville comme Marseille. Donc vous ne pouvez pas assimiler des gens en si grand nombre pour la simple et bonne raison que vous assimilez des individus, vous n'assimilez pas des peuples. Et c'est pas, il peut y avoir des problèmes spécifiques liés à l'origine d'un tel ou un tel, mais si demain vous mettez 2 millions de Français au Mexique, dans les mêmes villes, dans les mêmes quartiers, c'est naturel, c'est humain. C'est-à-dire que si vous êtes ensemble et vous n'avez pas d'effort à faire, vous intégrer, vous êtes déjà un peuple dans un pays, ben vous allez vivre à la française au Mexique et vous le feriez dans n'importe quel pays du monde. Et si demain vous faites venir 2 millions de Mexicains en France, c'est exactement la même chose. Ils vont jamais s'intégrer, ils vont vivre à la mexicaine. Il n'y aura pas d'assimilation. Donc l'immigration, le problème de l'immigration, c'est une question de nombre. Et après, c'est aussi une question de laxisme migratoire et judiciaire. C'est-à-dire que la première mesure aussi, c'est, j'allais dire, de trier le bon grain de livret. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal qu'en France, ça devrait être systématique, tout délinquant étranger devrait être expulsé. Et je vais vous dire, les premiers à remercier de cette mesure, ce serait justement les immigrés ou même d'origine immigrée eux-mêmes,
ce seraient les premiers, parce que déjà, souvent, ils pourrissent la vie dans ces quartiers-là, c'est les premières victimes, et surtout, ils ternissent l'image, et c'est ces gens-là qui permettent l'amalgame vis-à-vis des populations d'origine immigrée. Donc, c'est trier le bon grain de livret, ça serait très bien, et ça serait justement, et ce sera en plus un exemple pour que les gens tiennent à carreau, mais ça permettrait de virer toutes ces personnes-là qui sont une plaie pour les Français, qu'ils soient français depuis des siècles ou les Français de plus récents. Il faut évidemment expulser les étrangers délinquants et ce n'est pas fait. Et d'une manière générale, il faut quand même rappeler aussi un contexte, c'est-à-dire que l'immigration, ça n'a rien de social ou d'humaniste, parce que j'entends souvent ces cas-là, il faut être humaniste. D'un point de vue social, on sait très bien que l'immigration sert de pression à la baisse sur les salaires. Quand vous avez Gérald Darmanin qui dit qu'il faut venir de l'immigration pour les métiers sous tension. Ça veut dire quoi? Si on traduit en réalité, ça veut dire que les métiers sont en tension parce que c'est souvent des métiers qui sont très difficiles, qui ne sont pas très bien payés. On me dit les Français ne veulent pas les faire, mais je vous garantis que si vous augmentez les salaires, les Français vont faire ces travaux-là. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire venir des gens pour les payer au lance-pierre pour ces travaux-là. Donc c'est ça de faire venir des gens pour les métiers sous tension. Bah moi je trouve ça beaucoup plus social, au contraire, d'augmenter les salaires pour les gens qui sont déjà là, surtout quand vous avez, parce que le gouvernement sort les trompettes, quand vous prenez, même pas toutes les catégories, mais quand vous prenez les demandeurs d'emploi à la DARES, les derniers chiffres là d'octobre, je regardais catégorie ABC, vous êtes à 5,1 millions de chômeurs. Quand vous avez 5,1 millions de chômeurs, vous n'avez pas à faire venir des gens, vous avez déjà beaucoup de gens chez vous qui devraient travailler, qui aimeraient travailler. Donc il faut évidemment augmenter les salaires sur ces métiers-là. Et quand je parlais d'humanité, là aussi, il n'y a aucune humanité. Parce que les gens qui viennent, qui quittent leur pays, c'est pas le vieillard avec sa canne, etc. C'est des gens qui sont des populations actives, qui sont en âge de travailler. Donc c'est quelque part l'immigration piller les ressources de ces pays-là. Donc ça n'a rien de social, ça n'a rien d'humaniste d'accueillir ces gens-là. C'est même pire en fait en lançant des appels d'air comme ça, en accueillant l'Océan Viking. Vous allez encourager des gens à risquer leur vie, à traverser la mer Méditerranée pour venir en France, déjà au risque de leur vie sur la traversée, et en plus pour une destinée qui n'a rien d'Eldorado quand on connaît la situation économique de la France et les métiers pour lesquels ils veulent les faire venir et les conditions dans lesquelles ils veulent les faire venir. Donc je pense qu'au contraire, c'est très humaniste de dire que compte tenu de la situation économique de la France, compte tenu du besoin, si on fait venir des gens, d'assimilation, il faut réduire drastiquement les flux migratoires. Et dans le cadre de l'Union européenne, j'ai dit traité d'Amsterdam, ce ne sera pas possible. Et donc, c'était pas la seule avancée, le traité d'Amsterdam de l'Union européenne. Si je reprends le fil et les avancées de l'Union européenne dont on parlait, vous avez eu après le traité de Nice en 2001 qui a amené les élargissements successifs de l'Union européenne justement aux pays de l'Est dont je parlais quand je parlais des délocalisations. Et ça, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé une concurrence déloyale au sein même de l'Union européenne et ça a créé à la fois des délocalisations et aussi des migrations internes de l'Union européenne, ce qui est une tragédie pour les pays de l'Est parce que ce sont des pays qui déjà ont une natalité qui n'est pas très élevée, en plus qui ont beaucoup de gens qui partent justement pour aller dans les pays d'Europe de l'Ouest, qui l'adhésion à l'Union européenne a rendu cela encore plus facile. Donc là aussi, tragédie et tragédie sociale pour toutes les délocalisations qui ont eu lieu, tragédie sociale évidemment pour les Français. Vous avez eu ensuite en 2008 le traité de Lisbonne, ce fameux copier-coller de la Constitution européenne. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que les Français avaient rejeté le TCE parce que justement, on a décortiqué les traités. En fait, il y a beaucoup de points qui faisaient tiquer les Français, qui faisaient tiquer même le personnel politique, qui étaient finalement des prérogatives des anciens traités. Parce que le TCE apportait quoi? Il apportait à la base la reconnaissance du drapeau, de l'hymne européen. D'ailleurs, ça avait été rejeté par les Français. Ils l'avaient pas mis dans le traité de Lisbonne au niveau de la France. C'est un scandale qu'on mette des drapeaux européens partout. Macron qui va fêter avec l'hymne à la joie. Enfin, ces gens-là ne respectent même pas le vote des Français ni la Constitution. Et au-delà de ça, à l'intérieur, vous aviez des prérogatives de type politique de sécurité et de défense commune. C'est là que vous avez eu une sorte de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne qui a été créé. En ce moment, c'est Joseph Borrell. Et donc, vous avez, finalement, ces gens-là, on les avait pas trop vus jusqu'à présent, mais ils ressortent tous, et ça date du traité de Lisbonne, ils sortent tous maintenant au moment de la guerre en Ukraine. Ils trouvent peut-être une place et on voit la réalité de ce que devient, en gros, et du danger et de ce qu'est une politique de
défense et de sécurité commune de l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui prend de plus en plus de poids dans des décisions qui relèvent normalement de la diplomatie nationale. Donc c'est évidemment très dangereux. On perd notre souveraineté diplomatique et militaire. Évidemment, derrière ça, il y a tout le délire de défense de l'Union européenne que vend Macron et qui consiste, puisque la France a la technologie, a le savoir-faire militaire, ça consiste en fait à donner notre savoir-faire, notre technologie militaire à l'Allemagne. Donc encore bravo, peut-être que c'est ça sa souveraineté européenne, mais on peut dire que ce n'est pas la souveraineté nationale. Vous avez eu ensuite en 2012 le TSCG, donc là, au-delà de la coordination des politiques économiques et sociales, il y a un véritable comment dire, il y a un véritable bâton derrière, c'est-à-dire que ça devient coercitif. Les budgets sont épluchés par la Commission européenne et il y a possibilité de retoquer et de faire des sanctions. Il y a une directive européenne qui le précise d'ailleurs, une sanction si les correctifs ne sont pas faits. Donc ça donne réellement un pouvoir coercitif à l'Union européenne sur les budgets. Normalement, c'est le cœur, c'est le sacro-saint de la souveraineté. Je rappelle quand même que la Révolution française, c'était aussi un des grands enjeux, c'était d'avoir le contrôle sur la dépense publique, le contrôle du budget. Et ben ça, avec l'Union européenne, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on peut dire, et c'est ce que disait Philippe Séguin dans son discours déjà à l'époque du traité de Maastricht, que c'est 1789 à l'envers, l'Union européenne. C'est une réalité. Et après le TSCG, vous avez eu bien sûr le Brexit. Alors le Brexit, vous allez me dire quelles conséquences pour la France. La conséquence principale, c'est surtout que ça renchérit le coût de l'Union européenne pour la France, qui est absolument énorme. Avant, on tournait pour la contribution budgétaire nette à environ 8-9 milliards d'euros, bon an, mal an. Maintenant, on est plutôt à 12 ou 13 milliards d'euros. Donc, c'est-à-dire que l'Union européenne nous coûte de plus en plus cher, contrairement à tous les mythes où on vous explique que l'Union européenne financerait tel ou tel projet. En réalité, l'Union européenne nous coûte un pognon de dingue, et ça, ce n'est que le budget, donc le budget direct. Si vous prenez après cela tout ce qui est budget hors financement, on a des exemples à l'heure actuelle, hein, quand l'Union européenne va donner 18 milliards d'euros à l'Ukraine, bah ça, vous vous rendez bien compte que c'était pas au budget de l'Union européenne. Donc vous avez tout un tas comme ça de financement de l'Union européenne qui sont hors budget. Quand l'Union européenne a donné de l'argent à l'époque à Erdogan pour retenir les migrants, bah, tout ceci c'est hors budget, et à chaque fois la France va payer 17,4% du montant. C'est le cas notamment pour les 18 milliards à l'Ukraine. Donc l'Union européenne aussi nous coûte un pognon de dingue et nous coûte de plus en plus cher. Peut-être que si on évoque de l'actualité, si on évoque la réforme des retraites, de l'assurance chômage, j'évoquerai le plan de relance de l'Union européenne qui, là aussi, nous coûte véritablement un bras. Eh bien, vous avez fait une excellente synthèse de pourquoi il faut se combattre et pourquoi il faut être souverainiste. Peut-être, j'ai de nombreuses questions très pragmatiques, en fait, qui vous positionnent d'ailleurs comme un homme politique. Toutes des questions de politique précisément. Une question peut-être d'abord de métapolitique avec Trichelin, qui est très pragmatique. Comment didactiser les conquêtes intellectuelles du camp souverainiste pour les rendre audibles par le plus grand public? Une question très difficile, si vous pouvez y répondre. Je pense qu'il faut toujours, si on est trop dans l'abstrait, alors même si là j'étais dans les traités, donc les traités ça reste abstrait, c'est plus pour un public averti, mais je pense que pour le grand public, il faut parler des réalités concrètes. Donc c'est-à-dire qu'il faut rattacher à chaque fois l'actualité la plus directe aux impasses de l'Union européenne, mais il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'il ne faut pas seulement dire pourquoi l'Union européenne ne marche pas, pourquoi l'Union européenne est un obstacle, mais il faut donner envie. Et pour donner envie, il faut dire aussi ce que l'on pourrait faire si jamais on n'avait pas l'obstacle de l'Union européenne. J'en ai parlé quand je parlais de la politique migratoire, je vous ai dit qu'il faudrait réduire drastiquement. Après, je vous dis pourquoi on ne peut pas le faire. Et évidemment, l'Union européenne est un boulet là-dessus. On peut parler l'actualité du quotidien s'il en est. Les Français le voient quand ils payent leur facture d'électricité tous les mois. Le coût de l'électricité en France. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à court terme pour arrêter cette folie, et même le coût énergétique d'une manière générale?
un gouvernement français est responsable, il y a deux choses qu'il ferait à court terme, même pour sauver l'économie d'ailleurs. Il sortirait du marché de l'Union européenne de l'électricité, qui est complètement absurde. C'est-à-dire que les Français, alors on ne le paye pas directement parce que vous avez le bouclier tarifaire, mais va le payer indirectement parce que le bouclier énergétique, ça coûte 100 milliards, c'est énorme. Parmi ces 100 milliards, vous avez 45% qui est lié au bouclier énergétique de l'électricité. Et ça, c'est complètement stupide parce qu'on embête la France pour un truc qui est un calcul théorique de l'Union européenne qui calcule un prix de marché de l'électricité qui est indexé sur le gaz. Il n'y a absolument aucune nécessité de faire cela. Donc, en fait, on subventionne, l'État français subventionne un système complètement absurde alors que le bon sens voudrait, pour éviter de dépenser 45 milliards pour rien, de sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité. D'ailleurs, le Portugal et l'Espagne l'ont fait, même si c'est de manière temporaire. Je pense qu'il faudrait sortir d'une manière générale et sortir d'ailleurs du marché de l'Union européenne de l'électricité parce qu'on entend beaucoup d'âneries là-dessus. Ça ne veut pas dire arrêter les interconnexions. La Suisse n'est pas dans le marché de l'Union européenne de l'électricité. Il y a des échanges d'électricité quand il y a besoin entre la Suisse et la France, et la Suisse et l'Allemagne, la Suisse et ses voisins, la Suisse et l'Italie. Donc, c'est complètement du bon sens et ça devrait évidemment être fait. Il faudrait aussi se battre contre l'Union européenne sur la question du nucléaire. Parce que je veux bien, évidemment, Emmanuel Macron a fait des erreurs stratégiques énormes, fermeture de Fessenheim, arrêt du projet Astrid, mais il y a aussi une responsabilité de l'Union européenne qui n'a de cesse de saccager la filière nucléaire. On le voit, tous les textes de l'Union européenne, Repower UE, les textes de taxonomie de l'Union européenne, à chaque fois le nucléaire n'est jamais évoqué, et même le Parlement européen, la Commission européenne également, fixe des pourcentages d'énergie renouvelable dans le mix énergétique des pays. Et pour atteindre ces pourcentages-là, vous devez vous désengager du nucléaire. Donc l'Union européenne a une responsabilité, Emmanuel Macron a une responsabilité écrasante là-dedans, et si on souffre à l'heure actuelle, c'est pas que le nucléaire ne marche pas, c'est que vous avez des centrales qui sont en maintenance, qu'on pourrait normalement maintenir bien plus vite, mais il n'y a pas le personnel formé pour ça. Et ça, c'est le résultat des années de désengagement au sein de la filière nucléaire. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de plus long terme, le nucléaire, parce que si vous lancez des nouveaux projets d'EPR, vous embauchez des gens pour les nouveaux EPR, ça à horizon 10 ans. Donc à très court terme, il faut sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité et il faut également arrêter les sanctions russes, il faut arrêter les frais. Ça ne veut pas dire soutenir l'invasion russe en Ukraine, d'ailleurs ça n'a absolument rien à voir, mais c'est d'éviter de se tirer une balle dans le pied. Je ne vois pas en quoi flinguer l'économie française va aider de toute façon l'Ukraine. Et donc il faut arrêter les sanctions russes qui sont contre-productives et qui vont amener à des difficultés immenses, d'ailleurs encore plus certainement en Allemagne qu'en France. Eh bien, les auditeurs vous prennent au mot et vous posent des questions sur comment reprendre le pouvoir. La première, je ne pense pas que vous allez y répondre, je la trouve un petit peu ambitieuse. Je vais en poser deux à la fois, ce sera plus simple. Quelle stratégie comptez-vous employer pour les prochaines élections européennes? Ça, c'est la question de Jean. La question de Mila. Où en est l'alliance entre Génération Frexit, les Patriotes et DLF? L'alliance, elle avait été faite d'ailleurs dès la présidentielle, pas seulement aux élections législatives, parce qu'on avait soutenu Nicolas Dupont-Aignan, je crois qu'ils avaient eu la même réflexion chez les Patriotes, parce qu'il avait accepté d'inclure le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne dans son programme, ce qui me paraît fondamental et ce qui me paraît d'ailleurs même tactiquement pour une présidentielle assez habile et intelligent de faire ça. Il est dommage que des candidats qui étaient crédités d'ailleurs d'intention de vote plus importante ne l'aient pas fait également. Mais donc voilà, ça avait commencé là, on a continué aux législatives et on continue évidemment d'être en lien. Et ça va répondre finalement à la première question, c'est que je pense que aller aux européennes en ordre dispersé, ça n'aurait aucun sens. Je pense qu'il faut que le camp souverainiste soit le plus important possible et pèse. Et donc pour ce faire, il faut une alliance souverainiste la plus large possible. Mais je vais vous dire, je ne sais pas d'ailleurs si j'en ai déjà parlé auparavant, mais c'était déjà l'ambition pour les élections législatives. C'est-à-dire que évidemment que cette alliance était ouverte à tout le monde, qu'on l'a proposée d'ailleurs
à d'autres mouvements. Le problème, c'est que d'autres mouvements n'ont pas souhaité le faire. Et je pense que quand on parle d'alliance des souverainistes, il faut accueillir tout le monde. On peut pas dire oui, il faut une alliance des souverainistes, mais je veux pas d'un tel, je veux pas d'un tel. On était vraiment dans une démarche ouverte, mais il y en a qui sont plus dans une démarche sectaire. On baisse pas les bras de ce côté-là, mais on va encore militer pour une alliance souverainiste. Et évidemment, c'est pas une alliance pour faire une alliance. Je pense qu'il faut un socle commun, et ce socle commun doit être notamment le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, qui me paraît le minimum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire souverainiste si on n'accepte pas que le peuple français décide pour son destin. D'ailleurs, ça ne veut même pas dire être favorable à la sortie de l'Union européenne. Hein. Nicolas Dupont-Aignan n'a pas pris position là-dessus, et moi je ne demande pas. J'avais écrit un article à l'époque de la présidentielle où j'interpellais Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Je ne leur demandais pas d'être pour le Frexit, et je comprenais même que tactiquement, il pourrait paraître plus habile de dire que voilà, je vais chercher à renégocier, même si on sait que c'est profondément impossible. Mais comme je suis démocrate, je vais faire un référendum pour le peuple français qui décidera. Et dans ces cas-là, on ne peut pas les taxer d'être pour le Frexit, d'être pour ci, d'être pour ça. On peut au pire les taxer d'être des démocrates. Et d'ailleurs, c'était bien plus habile tactiquement que l'option qu'ils ont prise, à savoir de dire je vais mettre en place une supériorité du droit national sur le droit de l'Union européenne pour le cas de de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, ou je vais faire de la désobéissance dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, parce que ça, c'est vraiment donner le bâton pour se faire battre. Et eux qui ont peur de passer pour des frexiteurs, en réalité, c'est l'effet inverse qu'ils auraient eu, parce que s'ils avaient été en position de gagner et s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine qui a pris toute la place dans le débat, l'Union européenne n'étant que du droit et des traités, évidemment qu'on leur aurait dit ce que vous proposez, c'est un Frexit de fait, c'est un Frexit juridique, parce que si vous ne respectez plus le droit et les traités, il n'y a plus d'Union européenne, pour faire court, et donc on les aurait accusés d'être frexiteurs. C'est quand même très bête d'un point de vue tactique. Il est bien plus habile de dire regardez, moi je vais renégocier, on va faire un référendum et je laisse le peuple français décider. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas position d'ailleurs au moment de l'élection présidentielle, ils peuvent prendre position après, une fois que les négociations auront échoué. Donc voilà, je pense que on doit faire ça. On va voir ce qui va se passer pour les élections européennes, où évidemment on continue de discuter avec nos amis des Patriotes et de Debout la France, et j'espère qu'il y aura une alliance patriote, souverainiste, la plus large possible. Il faut que ce camp-là gagne, et que ce camp-là ait des élus aux élections européennes. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs, ce qui avait fait le succès de Nigel Farage, dont le parti, enfin il est plus dedans, mais il est encore à moitié nord, Reform UK, qui est allié d'ailleurs de Génération Frexit. C'est ce qu'ils avaient fait, outre-Manche. Je pense que c'est évidemment une démarche de laquelle il faut s'inspirer. Une question plus pessimiste, mais je suis certain que vous allez nous en rassurer. Une question de Mila Diu. Étant donné le rapport de force médiatique et les résultats du traité de 2005, pensez-vous qu'un référendum serait réellement gagnant pour les anti-européistes et les souverainistes? Alors, on me le sort souvent, le référendum de 2005, et on me dit, regardez comme ils ont trahi le référendum, ça sert à rien de faire un nouveau référendum, ils vont le trahir quand même. Sauf que ce qu'ils n'ont pas en tête, mais ce qui est très important, c'est que moi, je ne demande pas un nouveau référendum sur l'Union européenne, je demande un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Or, vous savez sans doute que légalement, constitutionnellement, un référendum ne peut pas être violé en France. Et d'ailleurs, en 2005, ils ne l'ont pas violé parce que c'était un référendum sur la constitution de l'Union européenne. Donc, c'était un référendum sur un nouveau traité. Donc, ils ont pu faire un tour de passe-passe. Ils ont dit, regardez ce traité, le TCE, là, on le met à la poubelle. Et ils ont mis un nouveau traité, le traité de Lisbonne, qui était quasiment identique. Ils ont changé des titres, ils ont mélangé un petit peu les paragraphes, mais ils l'ont remis. Ils ont dit, regardez, c'est un nouveau traité, et il passe par le Congrès. Si vous avez un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, c'est pas un nouveau traité. C'est-à-dire que c'est binaire, c'est oui ou non. Et si les Français votent non, votent je veux la sortie, il n'est pas possible légalement, constitutionnellement, il n'est pas possible de le contourner. Donc c'est toute la différence et c'est toute la vertu
entre un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne et un référendum sur l'Union européenne en général, où là, effectivement, si vous faites juste un référendum sur un nouveau traité ou un référendum sur tel point de l'Union européenne, là, ils pourront évidemment le mettre à la benne, et légalement, ils pourront le faire, même si évidemment que moralement, même politiquement, c'est une forfaiture énorme. Légalement, ils pourront le faire. Si vous avez un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, ils ne pourront pas le faire. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce référendum. Et d'ailleurs, on a lancé à la base, quand on avait lancé notre mouvement, une grande plateforme transpartisane qui va bien au-delà des partis politiques. Il y a même plus de personnalités qui ne sont pas dans des partis politiques qui la soutiennent, qui s'appelle référendum-ue.org. C'est une pétition pour soutenir justement cette idée de l'obtention d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. D'ailleurs, au Royaume-Uni, c'était parti comme ça, notamment aussi une pétition. Il faut vraiment la signer, la faire signer autour de vous, bien évidemment. Et d'ailleurs, on a fait en parallèle un sondage qui est très intéressant. On l'a fait juste avant la présidentielle, et c'est pour ça que je pense que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, pas Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen auraient dû prêter attention à ce sondage, parce qu'il y a 63% des Français qui sont favorables à un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et quand on regarde le détail de ce référendum, c'est assez homogène, hein, c'est-à-dire que toutes les classes d'âge, hommes, femmes, qui viennent de gauche, de droite, etc., il y a vraiment, on est proche à chaque fois de ces 63%. Et c'est d'ailleurs un score que ces candidats n'ont jamais fait, en fait. Donc je les invite vraiment à se saisir de cette question. Peut-être que d'apparaître comme Frexit, ça peut repousser les électeurs, mais le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, comme vous avez 63% des Français qui sont favorables, c'est pas un repousseur électoralement, c'est même un atout. Ça veut dire que vous êtes démocrate. D'ailleurs, ça va pas forcément être le cœur de votre campagne et le cœur de votre sujet, parce qu'une élection présidentielle, on est là pour proposer un projet, mais c'est mieux que ce projet soit applicable. Et quand vous prenez tous les grands programmes de cette élection présidentielle, les candidats un petit peu radicaux, c'est complètement inapplicable dans le cadre de l'Union européenne. Donc c'est en plus de ça une porte de sortie extraordinaire d'avoir annoncé avant un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, parce qu'on peut évidemment se servir de cette carte, alors que vous allez voir, quelqu'un comme Mélanie va être complètement coincé, ça sera renoncement sur renoncement. Et c'était la même chose d'ailleurs en Grèce à l'époque avec Alexis Tsipras. Mélanie, c'est une sorte de Tsipras de droite. Je tiens à remercier Monsieur K.S. Marcus pour sa générosité avant de vous poser une dernière question, plus légère. Une question de Joulassen. De quelle institution internationale, en plus de l'UE, pensez-vous qu'il serait nécessaire de partir? CEDH. J'en ai parlé tout à l'heure sur la question migratoire. Je pense que il faut quitter la CEDH. D'ailleurs, je pense que les Britanniques devraient le faire. C'est un de leurs obstacles encore, même en sortant de l'Union européenne, pour lutter efficacement contre l'immigration illégale, c'est la CEDH et tous les recours qu'il peut y avoir. Je pense qu'il faut évidemment quitter la CEDH et d'ailleurs quitter aussi Schengen, qui fait partie de l'attirail de l'Union européenne, mais qui est un petit peu à part. D'ailleurs, vous savez que vous avez la Suisse qui est dans Schengen, mais qui n'est pas dans l'Union européenne. Je pense qu'il faut quitter la CEDH et qu'il faut quitter Schengen. Quand on dit souverainiste, il faut évidemment avoir le contrôle de ses frontières. Donc c'est vraiment ces deux institutions-là qu'il faut évidemment quitter. Je vais vous poser une petite question un petit peu taquine. Quel est ce très beau panneau derrière vous, monsieur Gallois? Alors c'est le slogan de Génération Frexit depuis l'origine, qui est reprenons le contrôle, et vous avez dessus le logo en bas à gauche de Génération Frexit, avec un autre slogan qui est de Génération Frexit, même si le principal est reprendre le contrôle, qui est changeons la politique pour de bon, qui est l'idée. Vous savez, moi je suis pas politique de métier, loin s'en faut. J'ai un métier comme tous les membres d'ailleurs de Génération Frexit. Nous on pense que la politique ne devrait pas être un métier, et c'est un clin d'œil à cela, le côté politique qui n'est pas de métier, le côté aussi probité qui est très important en politique. Donc c'est ce clin d'œil-là aussi dans ce slogan. Nous invitons tout le monde à suivre vos réseaux, à aller sur votre site internet pour vous soutenir
Nous avons aussi vu une initiative de réunion des souverainistes récemment. Est-ce que vous voulez l'évoquer avant que nous nous quittions? Alors, quelle réunion? Le groupe que vous avez créé pour la réunion des Ah oui, souverainistes. effectivement, bah, il y a un groupe sur Twitter, enfin, c'est pas un groupe en tant que tel, c'est une communauté qui s'appelle justement Reprends le contrôle, avec l'idée de rassembler tous les souverainistes sur Twitter, peu importe s'ils sont dans un parti, s'ils ne sont pas dans un parti, s'ils sont de tel ou tel parti, c'est pas le sujet. L'idée étant de pousser sur Twitter les thématiques souverainistes, et donc chaque personne, peu importe de lien, peut pousser sur un thème d'actualité la vision souverainiste. Et l'idée, c'est évidemment de s'entraider pour faire monter la vision souverainiste sur Twitter, parce que vous savez, après que Twitter est très suivi par les journalistes et autres, donc ça permet de mettre en haut du panier notre vision, et donc d'influencer évidemment l'opinion publique en faveur des idées souverainistes. Donc ça, c'est très important. Et puis, si vous voulez justement suivre l'actualité d'un angle de vue souverainiste, vous avez évidemment ma chaîne YouTube Charles-Henri Gallois, où je décrypte souvent l'actualité économique d'un point de vue souverainiste. Je l'ai fait récemment sur justement Mélanie qui racontait n'importe quoi sur le franc CFA. Donc j'expliquais pourquoi j'étais favorable à la sortie du franc CFA, mais pourquoi par ailleurs elle racontait n'importe quoi dans une sorte de diatribe francophobe. Je parle de l'immigration dans l'affaire terrible et sordide de la petite Lola. Enfin, je parle le scandale que j'ai révélé, qui est d'ailleurs même au-delà même du souverainisme, qui est plutôt dans l'aspect de probité dont je parlais quand je parlais du slogan Changeons la politique pour de bon, du scandale de la dette publique indexée sur l'inflation, et le plus gros scandale financier de la Ve République, le ATI Gate. J'en parle et j'ai été le premier, je crois, à le révéler à l'époque. Ça devait être avant cet été, donc c'est d'actualité, c'est très important, ça nous coûte de plus en plus cher. Donc vous pouvez vous informer sur cette chaîne, et bien évidemment sur le site générationfrexit.fr, où il y a non seulement, on relaie évidemment ces vidéos-là, mais il y a toute l'actualité politique de Génération Frexit, et il y a aussi des articles d'actualité de nos responsables. On a des gens très brillants, point de vue énergétique, Maxime Amblard, sur l'agriculture, Firas Yassine, qui a fait un très bon article sur la problématique, là, vous savez, des bassines dont on a entendu parler. Donc vous avez tous ces éléments-là sur le site de Génération Frexit. Nous précisons à nos auditeurs que le livre d'Amblard est retrouvable sur le site du Cercle Aristote, Pénurie et abondance. J'inverse peut-être les Très bon mots. livre d'ailleurs que je vous conseille. Vous retrouvez toute l'actualité, tous les éléments cités en description de la vidéo. Nous vous remercions, Monsieur Gallois. Nous rangeons dans l'armoire votre ronde serviette et nous vous disons à bientôt. Merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.